Good morning from Miami Beach. This is Dr. John Bennett for Neurosurgical TV. We have the pleasure of having Michelle Calamarides, a neurosurgeon from Paris. He's going to give a presentation, but I'll let Adrian Carley introduce him. And from here on, it's going to be in French. Good morning, Adrian. Thank you very much, John. Bonjour à tous et merci de votre participation à notre webinar des French Neurosurgery Rounds. Donc effectivement, c'est un plaisir pour nous aujourd'hui d'accueillir le professeur Calamarides, qui est spécialiste bien sûr de la neurofibromatose de type 2, qui a donc effectué son internat à la PHP à Paris, son doctorat à l'INSERM également sur Paris, et qui va donc nous donner aujourd'hui une présentation sur la neurofibromatose de type 2. Bonjour professeur, c'est à vous. Bonjour, je partage mon écran et je vais vous donner une présentation aujourd'hui sur les schwannomes vestibulaires. Donc on touchera un petit mot sur la neurofibromatose de type 2, bien entendu. Donc je vous remercie pour l'invitation. Saïd n'est pas là, mais je connais Saïd. C'est OK? C'est bon, plus d'écho. Ça va. Je connais Saïd, on était internes tous les deux à l'hôpital Sainte-Anne il y a presque 30 ans et il arrivait toujours en retard pour les visites. Donc ça ne me surprend pas, il n'a pas changé. Et donc aujourd'hui, je vais vous parler un peu faire le point sur la chirurgie des schwannomes vestibulaires et on va parler de ce sujet. Donc moi, comme ça l'a été dit, je travaille à la Pitié-Salpêtrière et je voulais, pour commencer, vous expliquer que la chirurgie du schwannome vestibulaire, finalement, ça ne s'improvise pas. Ça ne s'improvise pas, à mon avis, et en fin de compte, c'est toujours un travail d'équipe. Et c'est un travail qui s'inscrit dans la durée, puisque moi, j'ai commencé à opérer les schwannomes vestibulaires quand j'étais chef de clinique en 98 à l'hôpital Beaujon, avec les ORL. Et vous voyez la photo, Olivier Sterker, c'est moi, devant toute une grande équipe. Et j'ai appris aussi avec Alain Ray. Et maintenant, j'ai opéré un peu plus de 1500 schwannomes vestibulaires. Et je pense qu'il est très important d'envisager, vous voyez, une lignée. Donc, j'ai travaillé avec Olivier Sterkers, qui était un ORL très connu, qui est parti à la retraite. Maintenant, je travaille avec des ORL plus jeunes, avec Daniele Bernadeschi, Yann Nguyen. Et c'est vraiment une histoire continue. Et je vais vous raconter un peu comment j'ai vu évoluer le sujet en maintenant plus de presque 25 ans dans le sujet. Donc, je commencerai par vous dire qu'est-ce qu'on a appris, qu'est-ce que j'ai appris dans les 20 dernières années et qu'est-ce qu'il reste à améliorer et à comprendre pour cette chirurgie. Alors, qu'est-ce qu'on a appris dans les 20 dernières années? Je pense qu'un élément important est que tous les schwannomes vestibulaires ne sont pas en croissance et qu'il est très important de comprendre l'histoire naturelle de chaque tumeur, c'est-à-dire sa capacité de croissance et l'évolution de l'audition pour pouvoir adapter le traitement. Et on avait publié il y a déjà très longtemps ce papier en 2005 qui montrait que, en fin de compte, une grande partie des schwannomes vestibulaires de petite taille qui étaient suivis ne grossissaient pas. Et vous voyez que la croissance moyenne des schwannomes est de l'ordre de 2 mm par an et que la croissance ne survient que dans la moitié des cas. Donc, c'est un élément très important de comprendre que quand on découvre un petit schwannome vestibulaire, on ne peut pas prédire quelle est sa vitesse de croissance et est-ce que donc, à notre avis, il va devoir être traité. Je vais faire disparaître ça, car voilà. Il y a un papier récent qui est intéressant, qui est sorti, qui a confirmé ce fait en montrant que 60% des schwannomes de petite taille ne grossissent pas et qu'en fin de compte,
quand on les surveille, s'il y a croissance, ça doit être vu dans les 3 premières années. Donc, en fin de compte, quand vous diagnostiquez un schwannome de petite taille, il faut le suivre, bien sûr, sur une longue période, mais on a assez rapidement une idée, est-ce qu'il va grossir ou pas. Après, dans cet ordre d'idées, on a publié il n'y a pas longtemps des événements pour les schwannomes assez rares, mais finalement qui existent, et je vais vous expliquer pourquoi c'est intéressant. C'est qu'on a des cas de diminution et de résorption spontanée des schwannomes vestibulaires sans aucun traitement. Et vous voyez par exemple ici à gauche un schwannome vestibulaire et quelques années plus tard, dans la surveillance, le schwannome qui est de plus petite taille. Et dans cette série d'une quinzaine de patients qu'on a suivis sur plusieurs années, qui avaient donc une diminution de taille du schwannome, on voit clairement que, eh bien, il y avait des diminutions assez importantes de ces tumeurs. Et on a décrit 2 signes assez intéressants. C'est que quand dans ces cas-là, il y avait l'apparition d'un peu de LCR entre la tumeur et le conduit auditif interne, sur un conduit auditif interne qui était élargi, bien sûr, par la tumeur initiale. Et il y avait cet aspect un peu festonné sur la périphérie du schwannome. Et vous voyez ici, quand vous voyez ça, ça suggère fortement qu'avant, puisque le conduit est élargi au porus, il y avait un schwannome plus gros qui a diminué. Alors bien sûr, c'est intéressant de voir ces cas, qui restent des cas assez rares, mais actuellement, on est en train de faire une plus grande série de tumeurs qui sont restées stables parce qu'elles ont déjà diminué. Donc, quand vous rencontrez un patient avec une tumeur qui ne remplit pas complètement le conduit, qui est élargi avec cet aspect, on peut suggérer fortement et décider de suivre le patient car cette tumeur a diminué et va être stable. Donc, c'est un élément qui est important et qu'il faut utiliser dans la consultation. Et du coup, dans les 20 dernières années, l'un des grands débats, à mon avis, c'est pour les tumeurs de petite taille en particulier, c'est faut-il faire un traitement proactif, qu'il soit chirurgical ou radiochirurgical. Et c'est toujours débattu. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui considèrent qu'il faut traiter tout schwannome que l'on voit, et je parle, ce qui est logique pour des tumeurs de grande taille, on y reviendra, mais les tumeurs de petite taille, c'est assez discutable. Et il y a des gens qui proposent un traitement par chirurgie ou par radiochirurgie d'emblée en disant que ça sera meilleur que l'histoire naturelle. Pour l'instant, ce que dans l'équipe on fait, c'est de ne traiter que les tumeurs qui auraient montré une croissance. La perte d'audition, pour nous, n'est pas suffisante pour décider un traitement. Donc, dans l'évolution actuelle, on en est au stade où on ne traite que des tumeurs évolutives. Alors, ça peut être discutable parce qu'on sait que par chirurgie, par exemple, quand on retire une tumeur de petite taille, on va, et si on préserve l'audition, cette audition va rester, va être préservée, à part la presbyacousie qui va faire perdre un peu d'audition dans le temps. Tandis que quand on surveille, il peut y avoir des surdités progressives ou des surdités brusques, mais en tout cas, pour l'instant, c'est un peu notre sentiment de ne traiter qu'une tumeur de petite taille qui aurait montré une croissance. Alors, clairement, ce qu'on a appris dans les 20 dernières années, c'est que le gamma knife, c'est un bon traitement pour les petites tumeurs et moyennes tumeurs. Et c'est la raison, d'ailleurs, pendant une quinzaine d'années, je travaillais avec Olivier Sterckers à l'hôpital Beaujon, dans le nord de Paris, et nous sommes allés à la Pitié-Salpêtrière aussi, parce que c'est là où il y a un gamma knife. Et c'est vrai que quand on fait beaucoup de chirurgie du schwannome vestibulaire, c'est important de pouvoir offrir aussi cette possibilité thérapeutique de gamma knife. Et donc maintenant, on a vraiment la possibilité de traiter par gamma knife des petites tumeurs, de les surveiller, de les opérer, et ça facilite les choix. Et actuellement, la plupart des petites tumeurs sont traitées par gamma knife quand elles ont montré une croissance. Alors, le point que je voudrais vous donner, c'est qu'il est important quand même
puisqu'on analyse la croissance, et quand on diagnostique un schwannome, on propose une première IRM à 6 mois, il est important d'évaluer cette croissance, parce que quand même, quand il y a une croissance rapide à 6 mois, et vous voyez un exemple de cette publication de 2017 qui est très intéressant, quand la croissance initiale est très rapide, c'est là où on peut avoir des échecs du gamma knife. Et autant les échecs de gamma knife, c'est quelques pourcents, pour des tumeurs qui grossissent très vite, l'échec du gamma knife est de l'ordre de 40%, 30 à 40% dans cette série de la Mayo Clinic. Et bien évidemment, si vous avez une tumeur qui pousse de 7-8 mm par an et que vous faites du gamma knife sur une tumeur qui est déjà de taille moyenne, et pour prononcer l'échec du gamma knife, il faut attendre 2-3 ans, car vous savez qu'après gamma knife, il y a une pseudo-croissance, puis idéalement une diminution. Vous vous trouvez avec un patient qui va avoir une tumeur qui fait 25 mm de plus, qui a eu du gamma knife, et on est dans le souci. Donc, ce qu'on fait toujours, c'est on regarde à 6 mois la vitesse de croissance. Si la vitesse de croissance et si la tumeur a pris 3-4 mm, surtout si c'est une tumeur de taille déjà moyenne, alors là, pour nous, on discute à nouveau la chirurgie, même pour ces tumeurs qui pourraient bénéficier du gamma knife, mais c'est une discussion avec le patient. Alors, dans les 20 dernières années, comme je vous dis, moi j'ai commencé la chirurgie il y a plus de 20 ans et j'ai opéré beaucoup de tumeurs de toute taille par toutes les voies d'abord. Les voies d'abord translabyrinthiques où j'ai appris cette chirurgie, donc une voie d'abord en équipe. J'ai fait des voies de la fosse moyenne, des rétrosigmoïdes. Et au début, l'idée quand j'ai commencé cette chirurgie, c'est qu'il y avait un prix fonctionnel à payer pour enlever totalement la tumeur. Et ce prix fonctionnel, c'était parfois la paralysie faciale et la surdité. Alors, je vous rappelle que les schwannomes vestibulaires sont des tumeurs bénignes. Et donc, il faut bien comprendre que ce qui est important, c'est la fonction. Il y a eu dans les 20 dernières années une évolution, et probablement ça a été poussé par le gamma knife, qui était une alternative thérapeutique. Et donc, il est apparu dans les pratiques, dans la littérature, le concept d'exérèse pas totale pour préserver le nerf facial, donc les exérèses subtotales, partielles. Puis, il est apparu le concept des traitements combinés, de la chirurgie, suivi de gamma knife. Initialement, c'était fait très précocement et il y a le centre à Marseille, à la Timone, dirigé par le professeur Jean Régis, qui a beaucoup travaillé dessus. Et finalement, la communauté s'est aperçue que si on faisait du gamma knife immédiatement après une exérèse incomplète, il pouvait y avoir une majoration de la fonction faciale, ça aggravait la fonction faciale. Et donc, la pratique a été d'attendre pour faire le gamma knife au moins une année. Puis on s'est aperçu que finalement, une très grande partie des petits reliquats qu'on laissait ne bougeaient pas. Et l'attitude actuelle, dans ce papier de l'équipe de San Francisco, a été de montrer que finalement, il y avait deux facteurs qui devaient faire décider un traitement complémentaire dans le cadre d'un traitement combiné après chirurgie. C'était la localisation de la tumeur. Donc, quand les tumeurs restaient au niveau du conduit auditif interne, elles étaient très vascularisées et avaient un risque plus important de recroissance, et puis le volume. Et dans cette série de 66 patients qui avaient eu un traitement non total, seulement 30% ont grossi dans les 3 ans. Donc finalement, l'attitude actuelle qui prévaut est de faire des exérèses maximales, et on va en discuter, et s'il y a un reliquat, le suivre et ne le traiter que par gamma knife que s'il grossit. Bien sûr, il y a encore du travail à faire pour comprendre les facteurs biologiques pour prédire cette récidive et du coup peut-être adapter le traitement par gamma knife. Et pour l'instant, il y a des papiers, le KI67 ou d'autres facteurs, mais il n'y a rien de vraiment convaincant qui permet d'affirmer sur l'analyse de la pièce tumorale et sur un reliquat que cette tumeur va grossir, car il existe aussi probablement des facteurs vasculaires qui compliquent fortement la décision. Alors, dans les 20 dernières années, bien sûr, quand on parle chirurgie du schwannome vestibulaire, c'est le nerf facial qui est la difficulté. Et ça reste quelque chose de difficile à apprendre. Et finalement,
dans les 20 années où j'ai fait cette chirurgie et appris, j'ai développé le monitoring du nerf facial. Alors, bien sûr, ça peut aider à identifier le nerf facial, mais l'utilisation du monitoring du nerf facial, c'est surtout actuellement pour guider la résection tumorale et pouvoir aider à savoir s'il faut et à quel moment faut-il s'arrêter. Alors, pour le nerf facial, je vous ai représenté ces figures qui sont tirées du livre de Jack Lair, où on voit que, comme pour les auditeurs qui ont déjà opéré des cheveux vestibulaires, vous voyez qu'il y a différentes façons de voir, et on voit par transparence les nerfs, et le nerf facial peut être accolé au nerf cochléaire en bas, il peut être dans un trajet médian, donc nous on appelle ça la position 2, où le nerf facial il est en avant de la tumeur, il peut parfois faire ce genre de trajet avec un nerf cochléaire qui est toujours en bas, et puis parfois dans les cas difficiles, le nerf facial peut être adhéré, la tumeur s'est développée et il peut être vers le haut. Et finalement, c'est dans ces cas que c'est le plus difficile, où le nerf est plus fin. Et on se sert donc du monitoring du nerf facial et des valeurs pour nous guider dans la qualité d'exérèse. Et il y a 3 facteurs, on va dire, qui sont importants pendant la chirurgie. Le premier, c'est quand on stimule et quand on découvre le nerf facial au tronc cérébral, on va stimuler à des intensités supramaximales, c'est-à-dire de 2 milliampères au tronc cérébral. Et si d'emblée il y a des réponses faibles, à moins de 1100 microvolts, c'est un signe que le nerf est étiré et souffre. Et on sait que dans ces cas-là, il y a un risque de paralysie faciale plus importante. Surtout si on peut, lors d'une voie translabyrinthique par exemple, stimuler au fond du conduit et on a une valeur de 3000, 4000 et au tronc cérébral à 1000, le nerf facial est étiré et attention. La deuxième, bien entendu, ça c'est quand il y a une adhérence importante entre la tumeur et le nerf facial. Et là, on sait que, eh bien, au-delà même du monitoring, il y a un danger. Et enfin, et ça c'est quelque chose qu'on a publié en 2018 dans Neurosurgery, c'est quand il y a une diminution en supramaximale de plus de 40%. C'était notre première publication, c'était 50%. Puis on a publié dans Acta Neurochir en 2020 40, et là on vient de faire une publication qui est sous presse à 30%. Il n'y a quasiment pas de paralysie faciale. C'est-à-dire, je m'explique, c'est si vous faites une première mesure à 2 milliampères du nerf facial, vous avez une valeur. Tant que cette valeur ne diminue pas de plus de 20%, il n'y aura pas de paralysie faciale définitive. Et donc, il faut s'arrêter au moment où il y a une diminution de plus de 20 ou 30%. Et avec ça, il y a 95% de fonction faciale normale ou quasi normale pour toute taille de tumeur. La stimulation au seuil, et souvent c'est ce qui est utilisé à 0,03, bien sûr c'est intéressant si ça reste, mais ça ne guide pas la résection, parce que si vous stimulez tout le temps à 0,03, à un moment si c'est perdu, eh bien vous avez passé un seuil. Et donc nous on alterne des stimulations à 2 milliampères à 0,03, car clairement quand il y a une stimulation à la fin de la chirurgie à 0,03, il n'y aura pas de paralysie faciale, mais ça nous fait un pronostic, ça ne nous guide pas pendant la résection. Il y a d'autres façons aussi de monitorer le nerf facial qui sont moins fréquentes, qu'on a déjà utilisées. C'est les potentiels évoqués moteurs transcrâniens. On recueille au niveau du crâne des stimulations du nerf facial. C'est intéressant dans les énormes tumeurs où on ne peut pas avoir accès au nerf facial, au tronc cérébral au début. Et pareil, ça peut donner des indications quand on voit une diminution de taille, de réponse. Eh bien, ça suggère qu'il y a une souffrance du nerf facial et ça peut aider à guider la chirurgie. Qu'est-ce qu'on a encore appris? C'est essayer d'éliminer ou de diminuer, voire d'éliminer toutes les complications post-opératoires. Alors, vous savez, dans les énormes tumeurs, il y a le risque rare de paralysie des nerfs crâniens, qui sont des choses redoutables pour les patients dès qu'ils ont dépassé l'âge de 40 ans. Donc, nous monitorons les nerfs crâniens mixtes, les nerfs mixtes, pour les grosses tumeurs,
par une sonde de Nîmes. Donc, c'est une sonde qui est utilisée en chirurgie thyroïdienne et vous pouvez monitorer le nerf 10. Il faut mettre une électrode dans le palais pour le nerf 9 et dans le trapèze pour le nerf 11. Et ça aide dans les énormes tumeurs à diminuer tout risque de traction sur ces nerfs, même si souvent il y a un plan arachnoïdien, on peut les séparer. Comment éliminer les complications? C'est d'analyser l'IRM préopératoire. Et je voudrais vous montrer, à mon avis, les cas les plus toxiques de schwannome vestibulaire où il faut vraiment être très prudent, c'est quand il y a un œdème du tronc cérébral préopératoire. Ça ressemble à la chirurgie des méningiomes de la fosse postérieure, qui est un autre sujet, qui est un sujet très difficile avec des chirurgies à haut risque. Et vous voyez, je vous montre deux exemples de gros schwannomes vestibulaires que j'ai opérés très récemment. Donc à droite et à gauche, vous voyez les tumeurs là, ici, sont de taille à peu près pareille. Et je vous montre ici dans cette tumeur le flair. Vous voyez, il n'y a pas d'hypersignal. Et là, vous voyez cet hypersignal du tronc cérébral, du cervelet, qui montre qu'il n'y a pas de plan plial. Et dans ce cas-là, le risque, c'est le risque d'hématome post-opératoire. Et en l'occurrence, cette patiente a eu un hématome post-opératoire que l'on a repris. On lui a mis, elle avait une hydrocéphalie, elle avait des troubles de déglutition. Et finalement, avec le temps, ça s'est amélioré. Mais clairement, quand vous voyez cet œdème ici, c'est vraiment des chirurgies à risque. Et il y a un papier, il n'y a pas longtemps, qui vient de sortir dans Frontières Neurologie, je crois, qui montre clairement qu'un œdème péritumoral est associé avec des suites post-opératoires difficiles et que c'est indépendant de la taille de la tumeur. Donc, je vous suggère de bien regarder en flair l'IRM préopératoire pour vraiment faire le maximum pour assurer l'hémostase et pour prévenir le patient. Dans les 20 ans, ce qu'on a diminué, c'est les fuites de liquide céphalorachidien. Au début, on faisait beaucoup de voies translabyrinthiques et il y avait des fuites post-opératoires qui compliquaient la chirurgie, qui dit fuite, dit risque de méningite. Comme je dis à chaque fois, les méningites, c'est comme le saumon qui vont remonter le courant du LCR. Donc, qui dit fuite dit risque de méningite. Et nous avons montré, et on a pas mal travaillé sur le sujet, on a fait plusieurs papiers qui ont montré qu'il y avait un rôle entre la pression du liquide céphalorachidien post-opératoire au moment de la fuite et l'arrêt de la fuite. Je m'explique. Quand vous avez un patient qui a une fuite de liquide céphalorachidien après une chirurgie du schwannome, ce qu'on fait, c'est qu'on fait une ponction lombaire, on mesure la pression du LCR, et si la pression est élevée, plus de 18 cm d'eau, c'est que le patient a une hypertension transitoire post-opératoire, probablement par les caillots, par les mécanismes d'inflammation dans le liquide céphalorachidien. Ça peut ressembler même à une méningite aseptique, et il faut baisser la pression par plusieurs ponctions, par 2 ou 3 ponctions lombaires évacuatrices et mettre du diamox pour diminuer la synthèse du LCR. Si la pression est basse, clairement, c'est qu'il y a un trou dans la voie d'abord translabyrinthique, dans le rocher, et qu'il faut reprendre le patient sans attendre. On a modifié notre technique il y a maintenant plus de 15 ans en mettant dans les voies d'abord translabyrinthiques une mèche de titane qui permet de paquer la graisse, parce que vous savez que les voies translabyrinthiques, on met de la graisse prise au niveau para-ombilical pour combler la voie d'abord, mais souvent cette graisse, elle baigne dans le liquide céphalorachidien. Il y a une inflammation, il y a des méningites aseptiques. Et on avait très bien montré qu'il n'était pas rare que ces patients opérés par voie translabyrinthique avec de la graisse mise avaient un chignon à l'endroit opéré quelques jours après la chirurgie avec de la fièvre et une ponction lombaire qui ressemblait à une méningite mais aseptique, et que ça disparaissait mais ça prolongeait la chirurgie. Et de mettre cette plaque de titane qui pack la graisse évite la circulation du LCR, et ça a quasiment fait disparaître les méningites aseptiques post-opératoires. Donc voilà un peu l'évolution sur les 20 dernières années de la chirurgie. Alors finalement, il reste quand même pas mal de questions et des challenges.
Je pense que l'un des points importants à avoir en tête, c'est au-delà de la chirurgie, de la fonction faciale, de l'IRM post-opératoire, il faut comprendre l'évolution fonctionnelle de la maladie et de l'effet du traitement. Je redis, il s'agit du traitement d'une tumeur bénigne avec des symptômes. Et donc, il est très important pour évaluer nos traitements et pour le patient d'évaluer très clairement son niveau d'audition, son niveau d'équilibre, les acouphènes, les troubles de l'humeur, car vous savez très bien que parfois vous avez des patients chez qui on va diagnostiquer un chewing vestibulaire et qu'on les opère, qu'on les traite par Gamma Knife, qu'on les surveille, ils peuvent avoir un réel syndrome dépressif post-opératoire. Souvent, ça touche des gens dans la soixantaine où leur carrière va s'arrêter et c'est très important à considérer dans l'évaluation de nos traitements. Donc, je pense que c'est vraiment un point fondamental. Alors souvent, ce n'est pas ce qui intéresse le plus les chirurgiens, on est concentré sur la fonction faciale, le résultat. Bien entendu, ça participe, mais n'oublions pas ça. Et il y a un papier très récent de la Mayo Clinic qui est sorti sur l'impact du traitement et on s'aperçoit que finalement, il n'y a pas de si grande différence entre Gamma Knife et chirurgie. Et c'est très important de pouvoir faire des questionnaires de qualité, évaluer le patient et dans la décision opératoire, je crois que c'est important de décider de tous ces faits et des fois pour un patient avec une tumeur de même taille, on va proposer la chirurgie à certains, d'autres de la surveillance parce qu'ils ont des échéances, parce qu'ils vont bientôt être à la retraite et c'est très important de mettre tous ces éléments en balance. Et moi, je vois souvent des patients où on a trouvé une tumeur déjà d'une bonne taille, on leur dit il y a la chirurgie sans attendre. Finalement, on peut attendre car c'est des tumeurs qui souvent grossissent lentement. Et une IRM à 6 mois qui montre que la tumeur prend 1 mm ou 2, ça laisse le temps de réfléchir au meilleur moment. C'est très important et les patients sont sensibles à ça. Après, je crois qu'une autre question qui est très importante, et c'est, moi je review pas mal de papiers sur les schwannomes vestibulaires actuellement, et je pense que le concept de la chirurgie partielle est devenu quelque chose de très commun. C'est une pratique de plus en plus importante car, bien entendu, on ne veut pas de paralysie faciale. Et j'en parlais avec des collègues. C'est vrai que autant on sait que la paralysie faciale, il y en a une grande partie qui va. Et par exemple, quand je vous ai montré avec le monitoring, on peut avoir une aggravation de la fonction faciale et on va avoir finalement 5% de paralysie faciale à 1 an. Donc, on a des paralysies faciales qui vont apparaître de façon transitoire. Mais c'est vrai que la tendance de certains chirurgiens est d'enlever un bout très modeste de la tumeur et pour ne pas avoir de paralysie faciale et avec un bout qui est assez gros derrière. Et les gens ne parlent pas tous du même reliquat. Et c'est quoi un reliquat tumoral? Et ça complique la chose. Et c'est vrai qu'un très bon chirurgien pour les chewing vestibulaires peut enlever beaucoup de tumeurs, il va y avoir une petite paralysie faciale et il est important de mettre en parallèle c'est quoi le degré de résection pour qu'on parle tous de la même chose. Alors, nous, on utilise une classification qui est celle-là, qu'on est en train de travailler, qu'on n'a pas encore validée, parce que qui dit classification dit l'importance de pouvoir avoir un intérêt. C'est-à-dire, si vous faites une classification, il faut qu'elle soit pronostique. Donc, ce n'est pas tout de faire une classification. Et on utilise ça, c'est si une grosse total resection, c'est s'il n'y a pas de tumeur qu'on laisse, vu par le chirurgien, et c'est confirmé par l'IRM. Et near total resection, c'est si on a laissé un tout petit bout, mais on ne voit rien à l'IRM. Et j'insiste sur ça parce que actuellement, la littérature neurochirurgicale dit qu'il faut simplement se baser sur l'IRM post-opératoire comme dans les gliomes, mais je ne suis pas tout à fait d'accord car on sait très bien que si on laisse un tout petit bout, on ne peut rien voir à l'IRM, mais ce bout est là et il faut le surveiller plus. Puis on a les subtotal resection si on laisse un petit bout de moins de 0,5 et sinon c'est partiel. Et vous voyez, ça, c'est un patient chez qui on avait laissé un tout petit bout de tumeur. C'est l'IRM à 2 jours. On ne voit rien, donc on considère que c'est une near total resection. Et il faut aussi intégrer dans cette classification le délai
pour faire l'IRM, car vous voyez, ce patient, on a refait une IRM 3 semaines plus tard, et voilà ce qu'on voit, une prise de contraste assez importante parce que, eh bien, il y avait un peu d'inflammation, donc et qui va disparaître. À 1 an, on ne verra rien. Donc, c'est important de pouvoir être très clair, puisque maintenant, par exemple, la classification de House et Brackman est très claire, eh bien, il faut la même chose pour la qualité de résection. Les autres questions, c'est que, bien sûr, avec le temps, une fois qu'on considère que le nerf facial est quelque chose d'acquis à une expérience donnée, c'est l'audition. Et l'audition devient un sujet. Moi, il y a de nombreuses années, on disait, ben, tant pis pour l'audition, ce qui compte, c'est la qualité de l'exérèse, c'est la fonction faciale, l'examen neurologique. Donc, les patients qui avaient des grosses tumeurs, on pouvait faire des voies translabyrinthiques. Et actuellement, on a beaucoup shifté, puisque pour des grosses tumeurs, on ne faisait jamais de voies rétrosigmoïdes, on faisait des voies translabyrinthiques. Et maintenant, 3/4 des grosses tumeurs ont fait des voies rétrosigmoïdes pour essayer de préserver l'audition, quand l'audition est de bonne qualité. Alors, vous savez que il faut que l'édition soit de bonne qualité. On fait aussi en préopératoire des potentiels évoqués auditifs qui sont un facteur pronostique intéressant, puisque quand il y a des PEA synchronisés, il y a 5 fois plus de chances de pouvoir préserver l'audition que quand ils sont absents. Et surtout, ce qu'on a développé depuis plusieurs années, c'est un monitoring du nerf cochléaire. Donc, vous connaissez le monitoring péropératoire par des potentiels évoqués auditifs quand ils sont présents. Et ça permet de voir la fonction faciale, on fait entendre des sons et on recueille au niveau du scalp l'onde 5. Mais pour ça, dans les grosses tumeurs, eh bien, ces potentiels sont rarement présents et en plus, il faut un délai pour avoir leurs résultats. Il faut, dans les meilleurs cas, 30 à 60 secondes. Donc, ça ne permet pas de corriger un geste comme le monitoring du nerf facial, où on fait un geste sur le facial, on va entendre un bruit et tout de suite, on peut l'arrêter. C'est pour ça qu'on a remis à l'ordre du jour les CNAP, c'est des potentiels d'action du nerf cochléaire. On recueille l'onde 1, c'est-à-dire qu'on fait entendre un son et on met cette petite électrode, une petite boule, sur le nerf cochléaire. Et donc, toutes les 4 secondes, on a un retour d'information. Alors pour ça, il faut avoir identifié le nerf cochléaire, parce que dans les PEA, il n'y a pas besoin, mais là, il faut identifier. Donc dans les grosses tumeurs, ce n'est pas facile. L'électrode, elle peut bouger, mais en tout cas, c'est un très bon signal d'alerte, parce que dès qu'il y a une perte d'amplitude de 40%, et on a la réponse toutes les 3-4 secondes, on peut s'arrêter. Et là, ça revient, et donc on peut recommencer la dissection sur le nerf cochléaire. Et du coup, moi, ça m'a modifié ma stratégie pour les très gros schwannomes par voie rétrosigmoïde. Ce que je commence à faire, c'est qu'une fois qu'on a exposé, vous voyez ici, il y a le 5, la veine de Dandy, on fait un mapping du nerf cochléaire qui est plutôt à la partie inférieure. Parfois, on peut ne pas le voir, donc on mappe pour voir qu'il n'y a pas de réponse, comme on fait pour le nerf facial, qui est exceptionnellement postérieur. Et puis, vraiment, je vais réséquer toute la partie supérieure, s'il n'y a pas le nerf facial, au contact du 5 et la partie postérieure, pour vraiment débulquer la tumeur au maximum. Et puis, à ce moment-là, le nerf 8 va commencer à apparaître et l'on va ici monitorer le nerf, ici c'est le nerf facial qui apparaît, le nerf 8 qui est là, et on peut à la fin réséquer la tumeur du nerf cochléaire avec le monitoring ici. C'est un monitoring dynamique, donc on peut bouger sans problème cette petite boule, mais on le met ici. Donc si vous avez un signal ici toute la durée de la dissection, il n'y a pas de problème pour le nerf, et on peut aussi aller vérifier quand on n'a pas de réponse ici qu'il y a une réponse au fond du conduit, et ça aide grandement à l'exérèse de la tumeur. Qu'est-ce qu'on a vu? C'est qu'il y a quand même beaucoup de pertes d'audition alors qu'on a gardé le nerf dû à des problèmes de vascularisation. C'est arrivé des fois qu'il y avait une coagulation sur une petite artère qui était peut-être l'artère auditive, et 10 minutes plus tard, il y avait une perte de ces potentiels. Et clairement, quand on a ces potentiels présents, on a de meilleures chances de préserver l'audition, même pour des grosses tumeurs, car dans une étude qu'on a soumise actuellement, on avait 42% de préservation d'audition quand il y avait ces potentiels versus 11% quand on ne les avait pas. Donc, actuellement, quand on veut essayer de préserver l'audition, on monitore par les CNAP,
Et je rappelle, ce monitoring est présent même si les PEA ne sont pas présents, les PEA étant une aide supplémentaire et un pronostic. Alors, la voie rétrosigmoïde, rapidement, puisque c'est celle qu'on fait le plus, ben, c'est assez classique. Bien sûr, là, je vous ai mis 2 tableaux de peintres qui vous montrent que il y a des voies plus ou moins faciles à faire en fonction de la morphologie des patients. Et c'est sûr que quand des patients ont des gros coups, sont en surpoids, c'est plus difficile à faire. Que la position opératoire, nous opérons tous les patients en décubitus dorsal. On est bien assis, il n'y a pas de problème avec le microscope. Donc là, je vous montre classiquement comment on fait. C'est une voie d'abord. Voilà, on incise avec un volet musculo-périosté à charnière inférieure. Il y a moins de douleur cervicale et on peut bien refermer. On décolle de la mastoïde. Là, c'est une veine émissaire, comme assez souvent. Puis on va fraiser. Actuellement, on a encore changé puisqu'on fait un petit volet, on ne fraise plus complètement l'os. Et là, c'est une vidéo un peu ancienne. Et vous voyez, c'est un fraisage. Alors, c'est dans cette voie rétrosigmoïde, qui est une voie qui est... C'est pas une voie sous-occipitale. Et donc, on va dégager le sinus sigmoïde et les sinus latérales. Voilà. Là, il y a le sinus sigmoïde qui est là en avant. Et là, le sinus latéral qui va être dégagé. Le patient, il est à ce moment-là hyperventilé. On peut passer éventuellement du sérum salé hypertonique. Il faut bien cirer toutes les cellules ouvertes de la mastoïde pour ne pas avoir de fuite de LCR ni de liquide dans la masto qui va faire une surdité de transmission post-opératoire. Puis on ouvre la durmère à charnière antérieure et supérieure. Vous voyez, et puis là, on va vers le bas, on descend le long du rocher pour ouvrir la citerne arachnoïdienne des nerfs mixtes. Alors, excusez-moi. Voilà, là, c'est le stade d'après. Donc, vous voyez la tumeur. On voit en haut, ici, la veine de Dandy. C'est d'un autre côté. Là, c'est le haut, là, c'est le bas. Là, c'est l'avant. Ici, il y a le porus. Donc là, il y a un nerf avec ici une artère. C'est a priori le nerf cochléaire. On vérifie que c'est bien le nerf cochléaire qui est là par le CNAP. Vous voyez, on met cette petite boule-là. Et une fois que c'est identifié, on s'éloigne vraiment du nerf cochléaire et on va coaguler la surface, puis on évite vers le haut. Alors là, c'est classique. Hein. Moi, j'utilise très peu d'instruments. Un crochet mousse, un crochet pointu. C'est vraiment une chirurgie très simple. On évite la tumeur. Là, vous voyez ici, le nerf facial va apparaître, qui remonte comme ça, il est en position 2, il répond. Donc, on continue. Là, c'est le nerf trijumeau. Et puis, progressivement, on peut retirer ici le nerf facial du chevannome. Il faut bien identifier les bords latéraux du nerf facial. Puis, une fois qu'on a fini, on va vers le conduit auditif interne avec un monitoring. Et on préfère enlever le conduit auditif interne secondairement car on garde au maximum les attaches de la tumeur. Et si vous enlevez d'abord la partie dans le conduit auditif interne, vous coupez les nerfs vestibulaires et la tumeur va tirer sur le nerf facial. Là, vous voyez, on est là, c'est le nerf vestibulaire supérieur. On sépare, puisque c'est ce qui apparaît, on coupe les deux nerfs vestibulaires supérieurs ici et inférieur. Et puis, on va séparer. Là, c'est le nerf facial. Là, il y a la tumeur. Ici, c'est le nerf cochléaire. Donc, vous voyez très bien, on descend du fond du conduit vers. Donc, cette partie souvent est faite par mon collègue ORL qui fraise la berge postérieure du porus et qui enlève la portion dans le conduit. C'est un travail d'équipe. Voilà, ici, vous voyez le nerf facial qui va venir progressivement, voilà, sous la traction. Et là, c'était juste pour vous montrer, c'était un autre cas, c'est une dissection
un petit schwannome par voie translabyrinthique pour vous montrer les techniques de dissection du nerf facial. Donc là, il y a le nerf facial qui est là. Ici, il y a le nerf facial. Là, il y a la tumeur. Donc, c'est une voie translabyrinthique, mais c'est quasiment la même exposition qu'une voie rétrosigmoïde. Donc là, vous avez les réponses Voilà, ici, c'est le nerf facial qui apparaît très, très bien, qui est un peu en avant et en bas du nerf cochléaire. Là, il y a la tumeur. Et vous voyez, ici, on descend la tumeur dans le conduit. Et progressivement, vous voyez ici, le nerf facial qui est très étalé. Et donc, on utilise ici des suceurs de Brackmann qui ont des petits trous sur le côté, donc l'aspiration n'est pas forte. Et il faut bien travailler le nerf facial sur les côtés, de part et d'autre, bien libéré. Il faut pas. L'erreur, c'est de rester au milieu. Il faut vraiment comprendre les bords latéraux du nerf facial pour pouvoir progressivement. Alors, s'il y a un plan arachnoïdien, c'est simple, c'est facile, ou pial, mais il faut travailler vraiment sur le côté pour séparer la tumeur du nerf facial sans trop twister la tumeur, et on peut descendre progressivement cette tumeur. Donc là, c'est le nerf. Voilà, vous voyez, vous descendez et on peut entendre le monitoring progressivement. Donc là, clairement, il faut se mettre ici. Vous pouvez utiliser les ciseaux. Et vous voyez, par une traction sur la tumeur, jamais sur le nerf facial, ça suffit pour aller enlever complètement le nerf, la tumeur. Vous voyez, là, il y a des petites brides qu'il faut couper progressivement, écarter. Alors ça, c'est souvent à la fin de la chirurgie. C'est un moment où il faut être détendu. Et vous voyez, il faut aller vraiment très latéralement pour séparer le nerf facial ici, il y a une petite adhérence. Voilà, on va couper la dernière bride. Voilà, il faut se méfier parce qu'on croit, si on n'a pas enlevé toute bride en tirant sur la tumeur, il peut y avoir catastrophe. Et on voit là que ça y est, progressivement, voilà, le nerf est complètement détaché de la tumeur. Alors là, un cas ici un exemple, c'était un gros schwannome chez une patiente qui avait une audition normale. On a pu préserver les potentiels évoqués. On a dû faire 3 arrêts pendant la chirurgie. On a une audition post-opératoire qui est normale. Et vous voyez, il y a un tout petit reliquat. Ici, c'est l'IRM moyennement précoce. Reliquat qui est stable. Et là, vous voyez ici, c'est pendant la chirurgie, au moment de... Voilà, c'est l'identification, comme d'habitude, du nerf cochléaire. Quels sont les autres challenges? Je crois que ce qu'on voudrait, c'est pouvoir voir les nerfs crâniens en préopératoire. Si on voyait, et on ne les voit pas dans les grosses tumeurs, ça permettrait de planifier la résection et les difficultés. Et c'est sûr que si on voit un nerf facial qui se déplace vers le nerf 5, on peut imaginer que la chirurgie va être difficile, longue, et que l'exérèse ne sera pas totale. Et clairement, c'est quelque chose qui est important. Alors, il y a des travaux qui sont faits, on peut utiliser du DTI. Il n'y a rien encore de convaincant qui marche encore pour voir. Alors, dans les petites tumeurs, je vous dis en T2, c'est facile, mais on y travaille. Moi, c'est dans PIN Skullbase, c'est une start-up qu'on est en train de monter où on travaille avec des programmateurs pour essayer de reconstituer le nerf facial, le nerf cochléaire. Clairement, l'idéal, si on arrive à avoir ça, ça permet, et on pourrait l'injecter dans le microscope et pouvoir voir à travers la tumeur le parcours du nerf facial en avant, et c'est clair que ça serait une très grande aide chirurgicale. Et puis bien sûr, je vous ai montré, on a le monitoring du nerf de la fonction auditive, et maintenant de plus en plus, on peut avec le NIM4 monitorer en continu le nerf facial. On est en train de commencer à faire ça. Si vous mettez un stimulateur sur le nerf facial à son émergence, ça peut envoyer du courant en permanence et ça peut vous dire s'il y a des tractions ou un événement sur le nerf plutôt que retourner à chaque fois stimuler. Quels sont les cas qui restent difficiles pour moi? Je pense que c'est des cas où il ne faut pas commencer par ça et il faut quand même une expertise. C'est les deuxièmes chirurgies. Quand il y a une récidive d'une grande taille qu'on ne peut pas traiter par Gamma Knife,
dans ce cas-là, c'est quand même difficile, surtout si le premier chirurgien était un très bon chirurgien. Alors, s'il n'y a pas de fonction, s'il y avait une paralysie faciale après la première chirurgie, ça c'est très simple, mais quand la fonction faciale est normale et que vous avez une récidive avec des cicatrices, ça reste une chirurgie, à mon avis, très difficile. Les chirurgies après échec de Gamma Knife, moi j'opère à peu près actuellement 80 schwannomes vestibulaires par an. J'en ai opéré 100, mais vu qu'on opère des schwannomes de plus en plus gros, et chaque année j'opère 3, 4, 5 échecs de Gamma Knife. Vous voyez par exemple, cette tumeur, c'était 4 ans après une croissance continue, un début de névralgie faciale. Ça reste une chirurgie qui n'est pas... on a raconté beaucoup de choses, honnêtement, c'est parfois très similaire à la chirurgie sans Gamma Knife. Finalement, c'est un échec, il n'y a pas de gliose particulière. Par contre, il semble que le nerf facial soit plus fragile et si vous avez une petite paralysie faciale, les chances de récupération, par contre, seront nettement moins bonnes. Ça, c'est un autre exemple d'une tumeur qu'on a opérée il n'y a pas très longtemps. Alors, par contre, j'ai jamais pu garder l'audition. C'est vrai que c'est rare d'avoir des patients avec des échecs de Gamma Knife qui ont de l'audition, mais les fois où les patients se présentaient avec de l'audition, j'ai jamais pu garder le nerf cochléaire et la fonction auditive. Par contre, la radiothérapie fractionnée, c'est plus compliqué. Et vous voyez, cette tumeur qui avait de gros volumes qui avait été traitée, une névralgie faciale est apparue. Là, quand je l'ai opéré, vraiment, il y avait de la gliose et c'était très compliqué. Le but c'était de débulquer la tumeur. La patiente était d'un certain âge. Après la chirurgie, n'a plus de troubles de l'équilibre, plus de névralgie faciale. Donc, on va dire que c'était un succès chirurgical. Mais quand même, c'était une chirurgie très difficile, où là, on rencontre de la gliose. Et puis ça, c'est un autre cas d'un patient qui avait eu la radiothérapie 8 ans avant, puis qui était venu en consultation avec un reliquat qui avait beaucoup grossi, l'apparition d'une paralysie faciale d'un 5, d'un 6, et hélas, c'était une tumeur qui était devenue maligne. Et malgré l'exérèse de qualité, le patient est décédé dans les 2 mois de cette tumeur maligne de la gaine des nerfs. On a dit un mot, la neurofibromatose de type 2. Moi, je dirige le centre de référence national de cette maladie où on suit 250 malades. Donc, je ne rentrerai pas et à la limite, ça sera l'occasion d'un autre webinaire si vous m'invitez pour parler de cette maladie très intéressante où il y a la prise en charge non seulement des schwannomes mais des méningomes, des pendymomes. Et vous voyez que c'est une chirurgie qui est très difficile avec, ici, vous voyez un tronc cérébral vraiment qui est très fin. C'est difficile parce que les tumeurs sont grosses, parce que les tumeurs sont multinodulaires, parce que, car multinodulaire sur un même nerf, c'est-à-dire le nerf vestibulaire peut porter en fin de compte plein de nodules. Il peut y avoir des tumeurs de collision avec des tumeurs du nerf facial, du nerf cochléaire, du nerf 5, vous voyez ici, il y a tous ces nodules, c'est vraiment des tumeurs qui sont terribles, que quand on opère un côté dans ces 2 grosses tumeurs, il va y avoir une libération de la tumeur de l'autre côté. Et souvent, pendant la chirurgie, le tronc peut déjà bouger et ça modifie l'habitude et les rapports qu'on a. Donc, ça reste très difficile. Et bien entendu, s'il y a une paralysie faciale après une chirurgie du premier côté, c'est très difficile après de manager la suite de la prise en charge. Donc, c'est pour moi une chirurgie qui reste difficile. J'opère à peu près une dizaine de patients par an car il y a d'autres solutions telles que le bevacizumab. Ce qui est difficile dans les choix, c'est plus rare, c'est les tumeurs, les schwannomes vestibulaires sur oreille unique. Donc là, par exemple, ce patient avait une surdité de naissance de ce côté-là, avec ce schwannome qui s'est manifesté avec une hypoacousie. Vous voyez, il fait 2,5 cm3. Un an plus tard, il fait 3,7. On aime bien mesurer les volumes pour avoir des tailles plus précises, car vous voyez que si vous mesurez en linéaire, c'est quelques millimètres, mais en fin de compte, il a pris 50%. Avec une audition qui chutait. On a commencé par mettre un implant cochléaire, mes collègues ORL, de ce côté-là pour essayer de redonner l'audition en se disant s'il perd l'audition, au moins il aura l'implant cochléaire qui peut l'aider, mais ça n'a pas donné. Et on a finalement décidé de lui donner du bevacizumab, donc c'est vraiment un cas extrême, on ne l'a pas rapporté, qui est ce traitement, c'est l'Avastin, des anticorps anti-VEGF qu'on utilise dans la NF2. Et là, on a considéré que c'était comme une NF2 et vous voyez une diminution de la taille de la tumeur spectaculaire, puisqu'elle est retournée à la taille initiale. Ça reste des rares, mais des challenges. Enfin, j'approche de la fin. Je trouve que ce qui est difficile, c'est d'entraîner les jeunes chirurgiens. Moi, j'ai appris patiemment. On avait des tumeurs de toute taille. Et je trouve que c'est très difficile de commencer la chirurgie du schwannome vestibulaire quand on a opéré des énormes tumeurs. Parce que clairement,
c'est compliqué d'apprendre toutes les finesses de la dissection du nerf facial. Donc, ça reste quelque chose de difficile. Je pense qu'il faut de la patience. Moi, il m'a fallu des années pour apprendre. Il faut être dans un centre où il y a beaucoup de tumeurs et progresser, réfléchir à chaque fois. Donc, il faut du temps, de la patience. Donc, en conclusion, je dois dire que même si c'est une chirurgie finalement qui est faite depuis longtemps, ça reste quand même quelque chose de dynamique. Il reste des challenges, tout n'est pas réglé. Il faut vraiment pouvoir intégrer toute l'évolution fonctionnelle des patients et pas simplement juste un Haus et Brackmann et l'audition. Il y a plus de choses que ça. Je pense qu'il faut préciser les critères d'évaluation, donc que ça soit fonctionnel ou la qualité d'exérèse. Et ce qui nous reste en tant que chirurgien de challenge, c'est arriver à visualiser les nerfs crâniens, à les injecter dans le microscope, à essayer d'améliorer la préservation d'audition. Ça reste quelque chose de très difficile, je trouve. Et autant le nerf facial, même si ça reste quand même quelque chose de très difficile, l'audition, c'est vraiment un vrai challenge. Donc, on a des outils, mais je commence à comprendre des erreurs, des pertes d'audition, mais je pense vraiment que c'est une très longue route. Et puis, il faut améliorer les résultats dans les cas complexes que je vous ai montrés, qui restent rares, mais dans un centre d'expertise, on voit beaucoup de cas complexes. Et il faut penser que chaque chirurgie est un challenge. Voilà, j'arrête là. Et si vous avez des questions, eh bien, n'hésitez pas. Merci beaucoup. Ah, je vois Saïd. Merci Michel. Merci. Je vous prie de. Je ne t'entends pas. Je vous prie de m'excuser. Donc j'avais un petit problème technique. Ah, excuse-moi, je n'ai pas entendu. Ça me fait plaisir de te voir. Ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu. Aussi, ça fait des années qu'on ne s'est pas vu. Ça tu n'as pas changé en 30 ans. Ah, oui, merci. Toi aussi. Toi non plus, pardon. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc, je rebondis sur ce que tu as dit. J'arrivais un peu en retard à la visite, mais j'étais à 6 heures du matin au service. Tu pas le choix, bien sûr, bien sûr. Merci beaucoup pour cette présentation sur donc les neurinomes, qui c'est une vue d'ensemble effectivement, et c'est une chirurgie qui reste compliquée malgré l'évolution des techniques actuelles. Et comme tu as dit, le plus important, c'est de préserver, c'est le côté fonctionnel. Une paralysie faciale, c'est vrai que c'est handicapant avec tout ce qui suit, avec les kératites, etc. Une perte de l'audition également, donc d'un côté, ça peut être compensé de l'autre, mais dans les cas de Van Recklinghausen, par exemple, ça reste une grande pathologie, une grande problématique. Je voulais savoir actuellement, est-ce que tu fais juste la voie rétrosigmoïdienne ou tu fais plus de combinés? Avant, tout au début, on faisait 80% de voie translabyrinthique parce que j'étais dans une équipe autoneurochirurgicale. On pensait qu'on améliorait, qu'on était meilleur dans les grosses tumeurs par voie translabyrinthique. Et c'est vrai que dans une voie translabyrinthique, on n'est pas gêné par le cervelet, même dans les très grosses tumeurs. Alors, il faut que la voie translabyrinthique soit très bien faite. Et il faut des ORL qui ont une grande habitude. Donc ça, c'est vrai que moi, j'ai eu la chance de travailler avec des ORL qui faisaient des voies d'abord. Alors, parfois, c'est petit, mais voilà, j'ai discuté avec des chirurgiens. Si vous avez un ORL qui ne connaît pas, qui fait une petite voie d'abord, c'est impossible. Il faut être clair. Et j'ai appris cette chirurgie et je me suis amélioré. Et avec le temps, on avait l'idée avant que c'était meilleur dans les grosses tumeurs pour le nerf facial. Et avec le temps, clairement, on est arrivé à passer à la voie rétrosigmoïde. Et actuellement, on fait 80% de voie rétrosigmoïde. Donc, je dirais que quand c'est une grosse tumeur avec une très mauvaise audition, on fait une voie translabyrinthique. Quand il y a une audition qui est bonne et qu'on a envie de préserver, on fait des voies rétrosigmoïdes. Pour les petites tumeurs, on les opère quasiment plus, donc ce n'est pas le sujet. Et bien sûr, une petite tumeur qu'on va opérer pour préserver l'audition, c'est des voies rétrosigmoïdes. Donc, on a vraiment switché vers les voies rétrosigmoïdes. D'accord. Merci beaucoup. On va passer aux questions. Je pense qu'il y a pas mal d'intervenants.
Okay. Dr. Michel. Oui. Dr. Marozio, thank you for a good presentation. Thank you. I asked for gamma knife nowadays. I think is change the cellular to make cancer, you know, make DNA differentiation nowadays. You mean that what is the risk of cancer after gamma knife? It's your question? This is radiotherapy. Yeah, yeah. This Dr. Yazarjil is and Dr. Mufti not prefer any radiology to any tumor in the brain. Yeah, I think I've seen only one malignant tumor recently after radiotherapy. It was not gamma knife in a young patient. I would say in the literature, there are some malignant transformation after gamma knife in some rare cases. I think that the most of the cases were described in patients with NF2, young patients, but I think it's rare. So I think it's not the case to say it's dangerous because of the risk of malignancy. I will say, is it efficient or not? But except in very young patients, it's very rare. So there is no risk for me. Okay. For I think no risk is general young patient under 14. I prefer not good to make any radiation for them. After 40 or 50 is good, no problem. It will take many years. And for the second surgery, not good for make two adhesions for the second surgery. You know, there's schwannoma, capillary current. Okay, I think so. Thank you. Thank you. Adrien? Adrien? Je ne sais pas si c'est Adrien. J'espère. Oui. Est-ce qu'il y a des questions chez des participants? Je n'en vois pas ici. Là, dans la discussion, non. Moi, j'ai une question, si c'est possible. Oui, bonjour. Bonjour. Bonjour, Monsieur Camarides. Merci pour votre présentation. Je voulais vous demander, vous avez bien précisé que c'est essentiellement des voies rétro-sig, majoritairement, et je voulais savoir quel était l'apport du decus dorsal pour cette position, pour cette voie d'abord. Est-ce que vous avez toujours fait ça ou vous avez fait aussi du decus latéral? Et qu'est-ce qui a modifié ce changement? On a toujours fait moi j'ai toujours appris la chirurgie du schwannome vestibulaire, quelle que soit la voie d'abord, que ce soit translabyrinthique, la voie de la fosse moyenne ou rétrosigmoïde, en déclus dorsal, la tête tournée. Donc moi je suis bien installé, il n'y a pas besoin de voie latérale dans ma pratique. Je n'ai pas l'habitude d'installer les patients en voie latérale et j'en ai pas eu le besoin. Après, je sais qu'il y a des patients il y a des chirurgies qui se font en position assise. Bien entendu, ça a été très développé en Allemagne en particulier et dans les congrès. Actuellement, il y a un retour de la voie assise, en particulier aux États-Unis, au dernier congrès où j'étais, c'était discuté, parce qu'il y a moins de saignement, il y a moins de... Pareil, il y a un petit risque d'embolie, même à part dans les équipes très entraînées où le risque est diminué. Donc, je pense une question d'habitude. Moi, l'installation du patient, la voie d'abord, je dirais que vraiment, c'est des détails techniques et les discussions sont assez peu intéressantes. Donc, je pense que ça ne pose pas de problème. Donc, on installe comme on veut, quoi. Franchement, je trouve que la position assise, c'est un petit risque pour ça. Voilà, c'est une question d'habitude. Merci. Clairement, une question d'habitude. J'ai vu sur d'autres centres en decus latéral, justement, en disant que le cervelet pouvait chuter plus facilement avec la gravité et du coup, beaucoup de voies rétro-sig étaient faites en latéral. Alors,
Bien sûr, bien sûr. Moi, je n'ai pas précisé, mais on ne met jamais d'écarteur. Moi, je ne mets jamais d'écarteur pour la voie rétrosigmoïde parce qu'on ouvre la citerne arachnoïdienne des nerfs mixtes et ça descend. Et quand il y a des énormes tumeurs, souvent les patients ont une mauvaise audition et c'est là où la voie translabyrinthique quand même a un avantage. On voit pas, on n'est pas gêné par le cervelet. Et voilà, donc c'est une question d'habitude. Franchement, je crois que c'est une question de pratique. Hein. Merci. Puis il faut des anesthésistes quand même qui suivent, qui ventilent bien le patient. Il faut l'hyperventiler avant d'ouvrir la citerne arachnoïdienne des nerfs mixtes. Et dès qu'on a ouvert la citerne, ben c'est bon, hein, on y arrive. D'autres questions? Alors, dans les pénalistes, pardon, j'ai vu des participants. Adrien, donc pas de questions? Mon message, c'est vraiment, c'est une chirurgie d'expérience. Donc, il faut bien commencer, mais je pense que ce n'est pas une chirurgie qu'on peut commencer en se lançant comme ça. L'idéal, c'est de pouvoir rentrer dans une équipe qui a l'habitude, apprendre progressivement les temps, et c'est très difficile quand même dans cette chirurgie de se lancer. Et si on se lance comme ça, la courbe d'apprentissage va être très très longue. Alors, il y a des fois, les cas sont faciles, on va réussir, on est content, puis il va y avoir beaucoup d'échecs. Et c'est vrai qu'il faut progressivement, l'idéal, hein, le faire avec des gens qui ont l'habitude et qui peuvent, dans les cas difficiles, un peu éclairer, clairement, comme beaucoup en chirurgie, mais particulièrement pour le chanoine vestibulaire, je trouve. Alors, j'avais une petite question pour vous, si vous me permettez. Donc, je vous remercie bien sûr pour votre présentation. Vous avez évoqué des travaux de recherche concernant l'imagerie et notamment la tractographie. Donc, dans le but de repérer le nerf facial sur des images préopératoires. Est-ce que vous pourriez commenter sur l'état d'avancement de ces travaux, les différentes difficultés, les obstacles que vous rencontrez dans le développement de l'application de la tractographie au repérage du nerf facial, et éventuellement si vous pourriez nous dire si vous avez un horizon auquel vous voyez cette technique appliquée au bloc opératoire dans les années à venir? C'est vrai que c'est un sujet qui est pas mal développé. Alors, il y a pas mal de publications qui affirment qu'on arrive à voir le nerf facial, mais si vous lisez les publications, souvent, c'est des publications où les chirurgiens post-opératoires vont valider là où était le nerf, et ce n'est pas très convaincant. Il y a quelques équipes qui développent particulièrement ça. Il y a à Lyon, il y a un travail, il y a aussi à Stanford. Je dirais que la difficulté, c'est de considérer des grosses tumeurs où vraiment le nerf facial n'est pas visible. Et là, c'est tout un travail, je dirais, je ne suis pas un pro de codage informatique, où on peut, par les pixels, essayer de suivre comment le nerf facial va être, et donc c'est vraiment un travail mathématique. Donc là, nous, comme pas mal d'équipes, on est en train de travailler. Je pense que à court terme, c'est quelque chose qui va sortir. Le problème, c'est qu'il faut qu'il y ait un besoin. Donc si vous avez souvent des chirurgiens de grand talent vous disent que c'est très facile d'enlever les tumeurs et de garder la fonction faciale, hein, on a tous assisté à des topos, donc personne ne va chercher ça. Donc je pense qu'il y a un vrai besoin. Et pourquoi c'est intéressant de voir le nerf facial avant? C'est parce que je trouve que ça permet de prédire la difficulté, que ce soit vis-à-vis du patient dans le discours, prévoir les risques d'exérèse incomplète, et puis ça accélère la chirurgie. Moi, des grosses tumeurs, actuellement, j'en mets 2 à la suite dans la même salle. Donc, je peux faire dans la journée opératoire, une bonne journée, 2 tumeurs. Donc, c'est sûr que c'est fini les chirurgies où on passe 12 heures à opérer un chanoine vestibulaire. Le maximum de temps, c'est 4-5 heures, 4 heures. Donc, c'est intéressant pour ça. Mais c'est vrai qu'il faut que les chirurgiens identifient ce besoin. Donc, si personne ne dit « il faut ça », ça va peu se développer. Donc, moi, je vois... Nous, on y travaille, quelques équipes travaillent, et je vois ça dans les quelques années à venir par DTI. Et
c'est vraiment de l'informatique, du travail informatique pour avoir un algorithme qui reconstruit le facial plutôt qu'un travail radiologique avec des séquences particulières. D'accord. Je vous remercie. Michel, concernant les neurinomes, les schwannomes kystiques, est-ce que tu peux me dire un peu de ton expérience et les difficultés, donc ils viennent d'où exactement? C'est sûr, c'est les adhérences, mais est-ce qu'il y a des cas où tu es arrivé à faire une dissection complète du nerf et avec un bon résultat et sans récidive? Alors, c'est vrai que dans les tumeurs intracérébrales, quand c'est kystique, c'est plus facile. Là, ce n'est pas le cas. Et je pense qu'il y a différentes sortes de kystes. Il y a des kystes vraiment intratumoraux, il y a des kystes péritumoraux. Je dirais que je suis très méfiant quand il y a une tumeur kystique et que clairement, c'est souvent très difficile d'aller pouvoir avoir la coque tumorale, ou je dirais la coque du kyste kystique sur le nerf facial. Donc je dirais qu'il ne faut pas forcer le talent et que objectivement, c'est là où on risque d'avoir de moins bons résultats. Donc c'est pas non plus, j'ai vu des publications ont ponctionné les tumeurs. Celui de Gamanal, je ne pense pas, mais je dirais que s'acharner, quand on sait que moins d'un tiers des reliquats que l'on va laisser de moins de 1 cm3 vont bouger, on se dit que laisser un tout petit peu de paroi le long d'un nerf a un risque de récidive quand même très faible. Et là, je vois, j'avais une question, on me demandait, oui, j'utilise beaucoup le CUSA pour les très grosses tumeurs. Clairement, tout au début, moi, je m'en sers vraiment un debulking très important parce que ça permet vraiment enfin, le terme debulking, c'est vraiment, je fais un trou et puis je vais réduire au maximum, et après, je vais séparer la tumeur du cervelet, du tronc cérébral, du 5, mais je m'en sers vraiment au début, surtout. Sachant que le nerf, comme vous savez, le CUSA, si on se rapproche du tronc cérébral du nerf facial, c'est pas bon du tout. D'abord, ça arrête le monitoring et puis ça abîme le nerf facial. Donc, c'est vraiment un évidement et ça, c'est l'expérience. Moi, au début, je me souviens, j'avais du mal à évaluer la profondeur et on hésite toujours à utiliser le CUSA parce qu'on descend et on se dit, oula, où est-ce que je vais en avant? Et c'est avec l'habitude qu'on peut assez rapidement bien évider. Donc, je pense que le temps d'évidement, dans une grosse tumeur, on arrive assez vite à une tumeur de plus petite taille et la difficulté survient après. Et c'est là, à part si ça saigne beaucoup, et c'est quand même rare, hein, moi j'ai rarement vu des schwannomes par la technique qu'on fait qui saignent, hein, des transfusions, des choses comme ça, c'est exceptionnel, ça n'arrive pas. Mais oui, le plus sert au début. Mais les tumeurs kystiques, c'est vrai que c'est surprenant parce que parfois, c'est très mal toléré. Hein. On voit des tumeurs kystiques énormes avec des patients qui ont des gros troubles et un développement très rapide. Donc, c'est vrai que c'est des tumeurs qui restent un peu particulières. Merci beaucoup. Est-ce qu'on a d'autres questions? Adrien, tu as des... Non, pas de questions dans la discussion. J'ai vu des collègues. Concernant les paralysies faciales, la prise en charge, est-ce que tu fais est-ce que tu as l'expérience des anastomoses péropératoires? Est-ce que ça t'est déjà arrivé donc de faire des anastomoses péropératoires du facial? Oui, alors là, quand il y a une rupture péropératoire, on fait une anastomose termino-terminale avec de la colle, où on prend un petit fragment de plexus cervical
Et avec une bonne rééducation, ça va produire, dans les meilleurs cas, une fonction faciale moyenne. Le but, c'est de pouvoir fermer l'œil. Après, s'il y a une paralysie faciale, si le patient a une paralysie faciale, on n'a pas vu le nerf facial, on sait que ça peut récupérer dans les 6 mois. Si à 6 mois, on va dire 7-8 mois, il n'y a pas du tout de récupération, c'est là où on fait un électromyogramme pour voir s'il y a un début de récupération électrique. S'il n'y a pas, c'est là où il faut discuter l'anastomose hypoglossophaciale qui doit être faite dans, je dirais, quelque part le plus rapidement possible, dans les 12 premiers mois. Et avec une bonne rééducation, et il faut des orthophonistes ou des kinés qui connaissent bien, on peut éviter la myotrophie de la langue et ça donne des résultats qui sont quand même intéressants. Après, dans la réhabilitation, quand il y a une paralysie, il y a tout ce qui est les gestes de myoplastie temporale où on va brancher le nerf 5 sur le nerf 7 et ça peut être fait n'importe quand. Ça corrige bien le facial inférieur et le facial supérieur. Il y a des gestes de canthopexie. Donc, bien sûr qu'il y a de la réhabilitation. Mais je dis actuellement, vraiment, c'est tout faire pour éviter, ce qu'on a toujours fait, mais ne pas être radical. D'accord. Qu'est-ce que je voulais dire pour le nerf et l'hypoglosse? Est-ce que c'est terminolatéral ou partiel? Ça a été des gens ont fait des latérales et il y a l'équipe par exemple à Bordeaux d'Arouzé qui fait ça. Nous on fait des terminales et c'est les ORL qui font ça et avec une bonne rééducation, on n'a pas ces amyotrophies très importantes de la langue qui sont quelque chose de... Et c'est quand même le nerf est plus gros. Donc, mais là, c'est des discussions. Si on met les ORL ensemble, ils ne vont pas être d'accord. Je pense que c'est très technique. Je crois que la qualité, moi j'ai découvert que la qualité de la rééducation est essentielle. Ouais. De la rééducation, réellement. Merci. Il y a encore des participants. Il y a des collègues du Maroc. Bonjour. Est-ce que je peux vous poser une question? Bien sûr. Oui, allez-y. Allez-y. Allez-y, oui, on vous entend. Excusez-moi, ma langue française n'est pas très... Si vous voulez en anglais, sinon. Je vais essayer. Donc, nous avons vu des cas... Non, c'est bon, si vous m'entendez, c'est bon. Nous avons vu des cas de jeunes patients opérés il y a 10 ou 15 ans avant. Et après, nous avons perdu un petit peu le contact avec notre malade. Are you picking that up at all, anybody? I don't know. On a perdu. On nous parlait de jeunes patients opérés, si j'ai bien compris, le contact perdu. Et j'imagine que peut-être la question, c'est s'il y a une tumeur qui apparaît de l'autre côté, mais je ne sais pas si c'était une discussion de NF2. C'est ça la question? Non, nous avons vu des grands récidives, des monstrueuses récidives, parce que nous avons perdu le contact avec notre malade. Et puis, 10 ou 15 ans après, nous avons reçu le malade avec une grande récidive. Quelle est votre expérience dans ce cas-là? Alors, je ne l'ai pas évoqué. Ouais. Si l'âge peut être mis en place pour choisir la qualité de résection? Je dirais que, enfin, j'ai cru comprendre la question. Je dirais que, j'en ai pas parlé, mais le suivi post-opératoire, nous on fait un suivi quand l'exérèse est totale, on fait une IRM à 1 an.
puis on fait une IRM 2-3 ans plus tard, puis on fait une IRM 5 ans, c'est-à-dire on balaye 10 ans. Quand l'exérèse n'est pas totale, on en a laissé, qu'on voit ou pas l'IRM, on fait une IRM tous les ans pendant 3 ans, puis après on fait une IRM 2 ans plus tard, puis 3 ans, donc on fait un suivi plus longtemps. Donc ça arrive d'avoir eu des patients qui ont eu une IRM à 10 ans normale et qui reviennent avec une récidive, mais c'est quand même exceptionnel. Mais je vous retournerai la question. Je ne sais pas si il n'y a pas de guideline pour la surveillance des méningiomes. Quand vous opérez un méningiome, il y a une IRM à 10 ans normale, qu'est-ce qu'on fait? Et je pense que la littérature neurochirurgicale est assez vide dans ce domaine, sur la surveillance à long terme des tumeurs bénignes. Donc, je n'ai pas la réponse. Mais je dirais qu'au moins, il faut une IRM au minimum 10 ans. Mais ça ne suffit pas pour éliminer les rares récidives secondaires. Mais c'est une vraie question. C'est une question intéressante, mais pour y répondre, c'est pas facile. Adrien, est-ce qu'il y a des questions de ton côté? Non, pas de questions, pas d'autres questions. Ok. Je pense que... Merci beaucoup pour votre invitation. Ça m'a fait plaisir. Ça m'a fait plaisir de revoir quelques personnes, toi Saïd, puis d'autres, des anciens internes. Et je vous remercie beaucoup. Et puis, je suivrai aussi les autres présentations. Et puis, je vous dis... Donc on prendra rendez-vous pour le Van Recklinghausen, une présentation un peu... Oui, si tu veux. Donc, ça nous fera énormément plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci et à bientôt. Ça m'a fait très plaisir de te voir. Mais merci. John? Yes. Yes, how are you? Oh, great. Thank you very much, Michelle, for a great presentation, and thank you for taking the time. Yes. And thank you, Saeed, Adrian, for setting this up. And we look forward to next week. What's the schedule for next week? What's going on, Saeed? For the next week, yes, just a moment. Okay. It will be, we have Professor Stéphane Goutaillard, who treats the normal pressure, hydrocephalus normal pressure in adults. Okay, we look forward to that, and we'll arrange a time and post it. Okay. Okay, thank you very much. Thanks, everybody. Thank you very much.